Bonjour, merci d'être venus nombreux. Quand on propose un rendez-vous de cinéma, vous êtes là et c'est très agréable de vous voir aussi nombreux. C'est un après-midi exceptionnel qu'on va vous offrir, une première rencontre à laquelle succédera une autre rencontre. Donc si vous avez envie et vous souhaitez rester dans la salle, vous pouvez le faire, sinon il y aura un petit battement pour que les gens qui sont occupés à d'autres choses puissent sortir, afin qu'on accueille notre deuxième invité. Cette première rencontre, je voulais que nous l'envisagions comme une rencontre en forme d'enquête. Pourquoi ? Parce que si on ouvre le dossier de la personnalité qu'on va recevoir, les indices ne sont pas énormes. On a 5 longs métrages, 3 dates, 1976, naissance à Marseille, 2003, retour de l'étranger, 2012, premier film. Autant dire que c'est pas grand-chose. C'est ce qui fait de sa biographie quelque chose de discret, d'insaisissable. Une biographie aussi mystérieuse que le personnage d'Alain Delon dans Le Clan des Siciliens. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était un être un peu à part. Nous avons donc 1h20, 1h25 pour tenter d'éclaircir l'énigme qu'il porte en lui et faire la lumière sur les zones d'ombre, certaines zones d'ombre. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons débuter cette enquête et nous allons accueillir le président de cette 3e édition de Reims Polar. Je vais vous demander d'accueillir et de faire entrer Monsieur Cédric Jimenez. On se lance dans une enquête, hein, Cédric, parce que quand je dis discret, mystérieux, Alain Delon, insaisissable... Presque aussi beau qu'Alain Delon. Quand même pas. Ouais, si, je suis sûr que si. Voilà. Alain Delon, c'est beaucoup quand même. Alors, on va commencer par cette première date, 1976, naissance à Marseille. C'est quoi ce milieu dans lequel vous vivez? Qu'est-ce que font vos parents? Je grandis moi dans un milieu assez populaire, dans une cité à Marseille. Mes parents divorcés très jeunes, ma mère a travaillé aux caisses d'allocation familiale et mon père avait des boîtes de nuit. Donc c'était quand même un grand écart, hein. Le week-end c'était pas pareil que la semaine. Quand j'étais avec mon père, c'était les boîtes de nuit, c'était sur la plage, il y avait un casino à Gondole. Et le reste du temps, qui était quand même 90% du temps, c'est dans la cité avec ma mère, dans les quartiers nord de Marseille. C'est quoi votre scolarité? Vous faites... Chaos. Comment? Le chaos, un peu. Ouais. Non, j'aimais pas ça à l'école. J'étais pas si nul, mais j'étais très indiscipliné. Je tenais pas en place. Je n'aimais pas aller en cours. Je n'aimais pas trop qu'on me dise quoi faire. Donc j'ai arrêté très jeune. Je suis parti très jeune de Marseille à New York. J'ai arrêté mes études. J'ai même pas le bac. Donc on est sur une scolarité on ne peut plus basique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idée de métier, qu'il n'y avait pas envisagé quelque chose? Il n'y avait presque pas d'idée du tout, moi, quand j'avais 16-17 ans, j'étais un peu un chien fou. J'avais des envies de liberté, beaucoup, d'aventure, c'est sûr aussi, mais j'allais pas dans... C'est vrai que j'étais pas dans un... J'avais pas d'objectif réel, à part vraiment ne pas rester cloisonné, emprisonné dans une vie que j'aimais pas trop. Mais c'est vrai que j'avais pas... non. Donc, est-ce qu'avant 16 ans, le cinéma, le virus du cinéma, se diffuse, s'infuse en vous? Ou c'est plus tard? Non, effectivement, c'est avant. En fait, j'avais un vidéoclub qui était pas loin de chez moi, parce que j'ai déménagé de la cité quand j'avais 14 ans. Donc, arrivé à 14 ans, j'avais un vidéoclub qui était juste en bas de chez moi, et je passais vraiment mon temps là-dedans à regarder. À l'époque, c'était des VHS encore dans ma chambre. Et je suis vraiment tombé amoureux du cinéma comme ça, en regardant beaucoup de films, en épluchant ce vidéoclub. Je me rappellerai un peu toute ma vie.
Et donc j'étais très très amoureux du cinéma, mais c'était vraiment pas ma vie, moi, le cinéma, parce que le monde était tellement éloigné. Pour moi, c'était quelque chose qui ne rentrait pas dans le scope. Donc à ce moment-là, j'adorais les films, j'en regardais 2-3 par jour, mais j'envisageais pas du tout de travailler dans le cinéma. Pour moi, c'était un autre monde. Cinéma français, cinéma international? Tout, bon, comme beaucoup, je pense, on a commencé par le cinéma américain, hein, surtout quand on a 13-14 ans, on est à fond avec ce cinéma-là. Mais après, forcément, l'appétit vient en mangeant, on devient curieux et après on explore tout genre de cinéma, surtout qu'à l'époque des vidéoclubs, bon, c'était le cas du mien. Il y avait des gérants de vidéoclubs qui étaient hyper passionnés, donc quand ils sentaient qu'il y avait un gamin comme ça qui était un peu chaud, et au fur et à mesure, ils me donnaient de plus en plus. C'est eux qui vous ont transmis des choses? Ouais, enfin, moi j'arrivais, j'étais jeune, j'avais 14 ans, quoi, donc forcément, bon, alors j'adorais l'affranchi, après il me disait, si t'aimes bien ce genre, je vais te montrer ça. Donc ça l'amusait, si vous voulez, de me filer des films, parce que j'étais vert, j'étais tout frais, donc oui, c'est lui qui m'a commencé. Après, on devient curieux, on cherche soi-même, évidemment, mais ouais, ça a commencé comme ça. Est-ce que c'est par la vidéo que vous décidez de partir aux États-Unis? Et pourquoi vous partez aux États-Unis? Alors non, c'est pas du tout pour ça. Je pars aux États-Unis parce qu'à Marseille, je commence à être un peu face à un mur, on va dire. Bon, je merde les études, hein, clairement. J'ai pas de boulot, ma mère commence à être un peu saoulée. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais surtout pas aller à Paris. C'était ma hantise d'aller à Paris. Comme tout bon Marseillais qu'il est. D'ailleurs, j'y ai vécu 20 ans par la suite, donc j'ai bien réussi ce truc-là. Non, j'avais envie d'aller à New York parce que j'avais 19 ans, c'était le rêve américain. Voilà, à l'époque, moi j'écoutais beaucoup de rap. Donc c'était vraiment l'époque où le rap new-yorkais était. Voilà, New York c'était quelque chose. Donc je suis parti comme ça en fait. Je suis parti et j'ai travaillé d'abord dans un bar. Parce que c'est un peu le seul truc que je savais faire, vu que mon père avait des boîtes de nuit. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je me suis fait repérer dans ce bar, je suis devenu mannequin, et là, une autre vie a démarré. Ça m'a permis aussi de voir que d'autres choses étaient possibles. Donc évidemment, le rapport au monde de l'image, mais aussi le rapport tout court au fait que les choses sont possibles, la vie réserve des surprises, et donc s'autoriser autre chose que peut-être une espèce de déterminisme dans lequel on pourrait s'enfermer. C'est assez audacieux. Vous parliez anglais pour vous intégrer? Je parlais mal anglais, forcément, hein, puisque j'étais pas allé à l'école. Mais bon, voilà, on se démerde, hein, quand on a 19 ans, on est quand même, on se sent plus libre, cette inconscience est forcément aide. Et voilà, je me suis débrouillé, je baragouinais, et puis en étant là-bas, comme je suis parti seul, ben, j'ai fini par le parler, forcément, par la force des choses. Et puis je suis resté 5 ans quand même. Donc vous êtes repéré, vous êtes comme mannequin, ça veut dire que vous prenez conscience de ce que vous êtes quand on fait des photographies? Non, mais en revanche, enfin on prend conscience quand il y a quelqu'un qui nous dit est-ce que tu veux gagner 5 000 $ pour une journée, faire des photos avec Kate Moss, ça on prend conscience que c'est cool. C'est sûr. Mais non, enfin, en plus j'aimais pas trop ça honnêtement, c'est-à-dire que me faire prendre en photo c'était pas forcément mon truc, mais la vie que ça m'a proposé pendant ces années-là était formidable pour un jeune. Forcément, en termes financiers, il y avait quelque chose qui se passait qui était totalement imprévu. Je voyageais énormément, je travaillais avec des gens intéressants, je rencontrais beaucoup de monde, notamment tous les photographes avec lesquels j'ai travaillé, qui sont vraiment des gens qui m'ont beaucoup inspiré, en tout cas inconsciemment inspiré, certainement. Donc c'est une chance de la vie, là, c'est la vie qui me fait un cadeau et je l'accepte. Et donc sur le coup, conscient non, mais en tout cas on y va franchement, on réfléchit pas beaucoup. Alors quand on a découvert New York à travers les films, je pense de Sidney Lumet, de Friedkin et tout ça, quand on s'y retrouve, est-ce qu'on va prolonger ça? Est-ce que vous alliez sur les lieux de certaines histoires? Est-ce que vous avez été au cinéma à New York pour continuer de voir des films américains? Alors, bon, déjà, je n'allais pas au cinéma à New York parce qu'au début, je ne parlais pas assez bien anglais pour ça. Mais oui, ça m'est arrivé surtout, bon, le fameux plan d'Était une fois Amérique avec le pont de Brooklyn dans le fond. Voilà, je suis allé mais je ne suis pas allé pour les visiter. En se baladant, je me dis, ah tiens, ça me fait penser à ça. Mais non, je me suis mis dans la vie new-yorkaise, donc j'étais pas un visiteur, je suis devenu assez vite un habitant de New York en fait. Et Brooklyn à l'époque n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, on n'y allait pas comme ça.
vous revenez au bout de 5 ans parce que vous pensez avoir fait le tour ou vous revenez avec des projets en tête? Non, je reviens parce que déjà j'arrête la mode parce que j'en ai marre et donc à New York je ne me voyais pas continuer à travailler autrement que dans ce milieu parce que c'est quand même une ville qui est assez exigeante et un bon rouleau compresseur. Et puis quand j'arrive à Paris, je rencontre la mère de ma fille qui tombe très vite enceinte et là ça scelle un peu le truc quand même. Et puis c'est comme ça que je m'installe à Paris et que j'arrête la mode et là j'avais un peu d'argent de côté lié au fait que j'ai eu la chance de faire ce métier avant. Et c'est là où j'ai monté ma boîte de production et que j'ai appris le métier de façon totalement autodidacte en commençant à produire, à co-réaliser des documentaires, à produire même de longs métrages, en montant cette petite boîte tout seul. Et au lieu de m'acheter une maison, je me suis acheté un apprentissage sur 3-4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais qu'est-ce qui a converti passage à l'acte? Vous rentrez, vous êtes dans la mode et d'un seul coup, vous dites, c'est structurant de se dire, je monte une structure. Ça s'est pas fait d'un coup, c'est-à-dire que pendant la mode, pendant toutes ces années de mannequinat, forcément j'ai eu accès à des gens et à des endroits, à des professions, à des pays très différents. Donc tout à coup, ce qui était un autre monde avant devient un monde beaucoup plus accessible et donc qui paraît possible. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire que quand j'arrêterai la mode, je voudrais faire du cinéma, d'abord, je pensais producteur, parce que pour moi, la mise en scène, c'était sacré. Je sacralisais les metteurs en scène comme des dieux. Donc, je ne me sentais pas légitime à ça. Et donc, j'ai monté une boîte de production. J'ai commencé à produire avec mon argent. Je me suis galéré, évidemment. La mère de ma fille est actrice, donc elle m'a présenté quelques personnes dans le milieu. Voilà, j'ai commencé en tant que producteur comme ça. Et c'est en produisant aussi que je me suis rendu compte d'abord que j'étais gestionnaire catastrophique. Mais c'était pas une surprise, mais surtout que c'était vraiment l'artistique qui m'intéressait, la mise en scène. Et en étant sur les plateaux, je me suis dit, je peux le faire. J'ai envie de le faire d'abord, j'ai trop envie de le faire pour ne pas le faire, et puis je me sens capable de le faire. Donc c'est comme ça que j'ai produit et réalisé mon premier film aux yeux de tous, que j'ai fait tout seul, avec mon équipe, mais je veux dire que j'ai produit, réalisé, cofinancé, enfin je me suis démerdé à ce que ce film existe. Et ça a été là, pour le coup, le coup de foudre avec le plateau, avec les acteurs, avec tout ce que faire un film représente. Et là, c'était terminé. Là, j'ai pris la boîte de production, je l'ai fermée. Et je me suis dit, je ne veux plus faire que ça. Avant, il y a quand même eu ce film documentaire, Who's the Boss, Ouais. un film sur un collectif de musique. Donc, modestement, vous abordez la mise en scène à travers le documentaire. Ouais. Oui, j'adore le documentaire. Moi, je suis un grand fan de documentaire. Oui, j'aborde la réalisation avec ce documentaire, d'ailleurs que je réalise avec la mère de ma fille, cette même personne. Et j'étais associé à l'époque avec Joe Star. On avait une boîte ensemble, il était venu s'associer à cette petite boîte de production pour faire du clip, du documentaire sur la musique. Donc ça a été drôle et pas que toujours avec Didier, parce qu'il est quand même compliqué, mais adorable aussi, un peu tout. Mais oui, c'était la première expérience, ça a été ça. Avec Emmanuel Chiche qui était là hier soir. Et puis, à 31 ans, vous vous lancez comme scénariste, Scorpion, de Julien Ferré, dont on se rappelle, dans Clovis Cornillac. Et puis, le même Clovis Cornillac, il y a ça, on va le dérouler, il y a cette fidélité, puisque vous êtes producteur d'Eden Log, dans lequel il joue. Donc là, vous prenez un peu plus d'assurance. L'écriture, comment vous l'appréhendez? Parce qu'on ne se met pas à écrire une histoire comme ça. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai le crédit de co-scénariste sur ce film, parce que avec Sylvie Vered, qui devait à la base réaliser le film, et qui avait écrit le film, elle m'avait demandé de participer à l'écriture avec elle sur certains points, parce que c'est l'histoire d'un boxeur, et que moi j'avais longtemps fait de la boxe. Donc elle m'a donné ce crédit-là, mais ça a été vraiment un premier contact avec l'écriture, mais qui était relativement... c'était pas grand-chose, honnêtement. Mais ce que je voulais, c'était de produire ces films-là, et puis pour apprendre, en fait, parce que j'ai assez vite compris que je n'allais pas être producteur très longtemps. Mais je comprenais aussi que c'était un bon endroit pour apprendre, pour avoir une vision un peu globale et transversale de ce que c'est que la fabrication d'un film, parce que
ça m'a beaucoup aidé par la suite, en fait, d'avoir eu ce rapport à la production, et donc à tous les problèmes que tous les participants à un film peuvent rencontrer, surtout sur des films un peu difficiles, comme ça, comme Scorpio et Love, on n'avait pas d'argent, on faisait comme on pouvait, donc ça forge. 2012, vous avez 36 ans, aux yeux de tous. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ou pas? Ah voilà, donc ça laisse encore beaucoup pour qu'on peut le découvrir. Non mais c'est bien, ça veut dire, parce que c'est un film qui a été présenté dans le cadre, c'était à Beaune, je crois, à Beaune. Comment elle vient, cette idée, qui est quand même, on ne veut pas raconter l'histoire, mais qui est quand même sur un concept très particulier, une histoire qui se passe à travers des écrans. C'est par écran interposé qu'on raconte cette histoire. C'est un concept assez fou, novateur. Elle naît comment, cette histoire? Alors, elle naît de la personne qui a coécrit et qui a participé, qui est crédité comme co-réalisateur, mais qui a participé à la direction artistique du film, Arnaud Dupré, qui était venu me voir avec ce concept et que j'avais adoré. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en aurais très peur de ce genre de concept avec l'expérience, mais que justement, quand on en a pas, on a cette folie que de penser que c'est génial et que ça va être du kiff. On a bien galéré parce que vraiment ça casse à peu près toutes les grammaires du cinéma, de pas déjà pas pouvoir faire de contre-champ, pas pouvoir changer de focale. Enfin, ça rend l'exercice très compliqué, mais pareil, très formateur. Quand je me suis retrouvé sur mon film d'après, la French, je peux mettre 2 caméras, 3 et changer d'axe tout le temps, c'était le rêve. Quelles sont les raisons qui vous ont rapproché du polar? Est-ce que c'est, en tant que spectateur, c'était l'intensité dramaturgique qui vous tenait et vous avez dit ça, c'est ça qui m'intéresse? Ouais, c'est ça, c'est le goût aussi, je pense. C'est que on va quand même assez naturellement vers les choses qu'on aime. Enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas. Je me pose pas trop la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'entends souvent, oh, après ça, fais un petit film comme ça, parce que c'est vachement bien. Bon. Non, en fait, je réfléchis pas comme ça. Je parlais d'intensité, Cédric, parce que vous nous avez parlé de cette jeunesse turbulente. Donc, bien sûr, il y a quelque chose de ça dans le polar. Je suis assez nerveux, je ne tiens pas en place, donc forcément, ça se ressent un peu dans mes films, mais je pense que c'est le cas de n'importe quel réalisateur quand même. On ressent une partie de la personnalité du réalisateur dans les films qu'il va réaliser, parce que la caméra, c'est quand même un prolongement de son œil, de sa vision des choses, donc moi, si ça va pas assez vite sur mon film, je peux m'emmerder sur mon propre film. Donc j'ai ce besoin comme ça d'accélération permanente, mais qui ressemble à ma façon de vivre aussi, en tout cas à mon caractère. Donc ensuite, ça se ressent. Et le polar ou le genre en général, c'est parce que c'est vrai que c'est mes premiers amours de cinéma et que je dis pas que je ferai que ça dans ma vie, j'en sais rien, mais jusqu'à présent, c'est ce qui m'a le plus habité. Et quand on fait un film, il faut quand même savoir qu'on va rester 2 ans avec, on va se coucher avec, se lever avec, il faut jamais le lâcher, il faut avoir tous les jours la même passion pour le sujet et il faut se sentir connecté avec ce qu'on fait. Donc moi je ne pars pas du principe que je peux tout faire, j'essaie de faire ce qui m'habite le plus et ce que je peux le mieux faire. Et votre éducation du polar, elle passe par qui? Hier, on a célébré le polar à la française. Donc il y a quelques noms qu'on pourrait citer parce qu'on est là aussi pour transmettre, pour donner envie aux gens de voir des films. C'est quoi? C'est Corneau, c'est Deray, c'est Clouzot? Alors, au départ, c'est quand même un peu plus les Américains, moi, des années 70. Ça va plus être Coppola, Lumet, même Scorsese, voilà. Et sur les Français, plus Melville, Verneuil, on va dire. Si je faisais un petit... D'accord. Pour quelle raison, Melville? Parce que Melville, il a ce côté justement très, avec cette mise en scène très léchée, quasi western par moments, où il est très très fort dans la tension en fait, Melville. Même si c'est un cinéma qui n'est pas forcément ultra rythmé en termes de plan, parce que ça date pas d'hier, mais il y a une tension permanente, ou dans le Samouraï, qu'on sent chez Melville, que j'aime beaucoup. Et pour Verneuil? Parce que Verneuil, il peut avoir un côté un peu cinéma champagne que j'aime, comme Le Clan des Siciliens, qui est un film que j'adore, parce que voilà, il y a beaucoup d'amplitude, il convoque des castings très charismatiques et des scénarios avec beaucoup d'ambition, donc ça j'aime bien.
Vous parlez de Melville, vous parlez de Verneuil, on aurait pu ajouter Grangier, parce que ces trois réalisateurs ont la particularité, comme vous, ils sont fidèles. Grangier a tourné 12 films avec Gabin, Melville a tourné 3 films avec Demont. Ça aussi, ça vous intéresse de voir ce qu'un metteur en scène peut faire d'un acteur, d'un film à l'autre? Oui, bien sûr, ça m'intéresse, parce que d'abord la confiance, c'est quelque chose de très important quand on travaille. Enfin, moi, je base beaucoup mon travail là-dessus. Donc quand on connaît très bien un acteur et qui nous connaît très bien et qu'on a réussi à faire des choses bien ensemble, en tout cas dont on est content tous les deux, sur le film d'après on a cette confiance, et cette confiance c'est un capital qui est hyper important sur le plateau, qui ne se dise pas est-ce qu'il va voir ce que j'ai fait ou il va pas me juger moi, et inversement. C'est vraiment très important, et en général on bonifie le travail par cette confiance-là entre un acteur et un réalisateur. L'acteur va donner plus parce qu'il a plus de confiance, le réalisateur va aussi donner plus de liberté pour les mêmes raisons, et le dialogue aussi se raccourcit dans le bon sens du terme. On se connaît, on n'a plus besoin de se parler pour rien se dire, voilà, il y a une connexion comme ça qui se crée et qui en général se vérifie à l'image. Donc ouais, moi je suis très pour ça. Donc vous avez tourné 2 films avec Jean Dujardin, Gilles Lelouch pareil, ça veut dire que vous allez... 3 avec Gilles, on a fait un petit truc sur HHH. Vous allez continuer d'entretenir ça pour pouvoir après, explorer, dépasser. Faut que les rôles existent. Oui. Alors, évidemment, si demain il n'y a pas de rôle pour Gilles, pour Jean, ils ne seront pas dans le film. Mais de manière générale, oui, c'est vrai que j'aime bien, en tout cas, capitaliser sur la confiance, sur les aventures communes. Moi, je travaille pas du tout dans le conflit, par exemple, j'aime pas du tout ce rapport électrique que certains peuvent avoir sur le plateau. Moi, c'est tout l'inverse. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin du travail d'équipe, et donc la confiance forcément dans le travail d'équipe, elle est hyper payante. Est-ce que le polar, ça passe aussi par la littérature? On parle beaucoup de cinéma, mais est-ce que la littérature vous a intéressé? Parce que on sait, on va faire un lieu commun, mais Simenon, il est à la base d'énormément de films. Monsieur Hir, en partant voilà, de Patrice Lecomte au film de Phil Carson, qui est un immense metteur en scène que Tarantino a réhabilité. Est-ce que la littérature, ça vous intéresse, la littérature de polar? Bien sûr, ça m'intéresse. Après, je dois dire que en littérature, je lis moins de polar que ce que j'en vois en film. D'abord parce que j'en vois beaucoup de films de genre. Et donc, quand je lis, j'essaye un peu d'ouvrir ailleurs. Mais quand j'en lis, j'aime ça. Hein. Évidemment, je suis un grand fan de James Ellroy, par exemple. J'ai lu tous ses bouquins, c'est vraiment un auteur qui me fascine. Mais c'est vrai qu'en littérature, quand même, j'essaye d'aller un peu ailleurs, de ne pas rester enfermé dans mon... Est-ce que polar ou film noir, vous faites la différence? Je dis ça par rapport, bien sûr, à Mac Nord et puis la French, parce que le policier, c'est le point de vue de la police, le polar du point de vue des truands, et puis le thriller, c'est du point de vue de la victime. Donc je me dis, est-ce que vous allez entamer un troisième volet, ou d'un seul coup, vous aimeriez aussi avoir ce point-là pour la représentation de la société? Alors je sais pas, parce que je savais pas du tout, j'avais jamais analysé ça comme ça. Pour moi, c'est pour ça que polar, pour moi, le film de genre est assez large. Donc le film noir, le polar, le thriller sont des genres assez similaires. Dans le sens, enfin, le résultat n'est pas forcément similaire, mais il a en commun des mécaniques un peu implacables de narration, donc qui sont en général des cinémas assez narratifs, qui se permettent assez peu de digression et qui